elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Jeanne Haddad. On sait bien comment le monde fonctionne en ce moment, donc serrons-nous les coudes et vive la sororité, quoi. Un jour, il y a quelque temps, j'ai décidé de prendre la tangente, de lâcher tout ce que j'avais, et c'était pas mal ce que j'avais, pour partir à ma rencontre. J'ai pris des décisions plus simples dans ma vie. S'inventer soi-même, ça demande de la force et surtout du courage. Il faut résister à la peur. La peur de l'échec, la peur de la honte, la peur du jugement. On nie souvent ce courage aux femmes. On nous dit que l'aventure, la guerre, c'est pas pour nous. But now I can bear the vacancy. Nous, on est quoi ? Les émotives, les insécures, les casanières, les ménagères, les mères. Bullshit ! C'est pas vrai. J'en connais plein, moi, des femmes qui ont un jour tout lâché pour se rencontrer. Les femmes n'ont rien à perdre au fond dans l'histoire et tout à y gagner. Le droit de se regarder en face pour changer un peu du regard des autres. Le droit de se ramasser la gueule et de s'écorcher les genoux. Le droit de louper 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis un beau jour, réussir à construire son truc, sa chambre à soi. Si vous en avez envie aussi, faites-le. Opérez votre mue, soyez sensationnel, irradiez. Vous verrez, la peur disparaît. On n'a plus rien à foutre. On se sent juste vivante, croyez-moi. Bienvenue dans La Poudre, saison 3. Avec Jeanne Haddad, on a parlé d'Abbey Lincoln, de Virginie Despentes et de Lydia Lunch. Jeanne Haddad, vous êtes chanteuse, autrice et compositrice, et votre deuxième album, Radiate, que j'écoute en boucle depuis quelques semaines, joue une fonction salutaire dans ma rentrée 2018 un peu ardue. Il y a dans votre musique une forme de puissance qui passe beaucoup par votre voix intense, mais aussi par les basses qui prennent aux tripes. J'avais aussi beaucoup aimé votre premier album sorti il y a 3 ans qui s'appelait Be Sensational. Et ça m'a frappé hier soir. Les titres de ces 2 albums sont comme des conseils que vous assénez à l'impératif. Sois sensationnel et irradie. Comme j'ai un peu étudié votre parcours, je sais que ces injonctions, vous les êtes surtout appliquées à vous-même, qu'elles vous ont permis, nous y reviendrons, de changer de vie, de choisir un nouveau chemin. Mais on peut aussi les prendre pour soi, et finalement, votre travail propose presque un programme de développement personnel, une sorte de petit manuel pour aller à la rencontre de soi et pour déployer sa force. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça ? Ouais, carrément. Bah, tant mieux si ça fait ça. En tout cas, c'est vraiment le chemin que moi, je crois que j'ai parcouru et qui me semble maintenant, pour en avoir fait un petit bout, sans doute la chose la plus passionnante à faire dans une vie, c'est-à-dire prendre son courage à 2 mains et aller voir qui y a à l'intérieur, en fait. Mmh. Parce que c'est le nœud de plein de choses, et en particulier du rapport au monde et du rapport aux autres. Et comme on ne vit pas seul dans ce monde-là et qu'on vit avec plein de gens autour, et que ça me semble important de chérir ces liens-là et de faire tout son possible pour qu'ils soient les meilleurs possibles. Voilà, il me semble que une des clés capitales, c'est ça, c'est
C'est la rencontre avec soi. Il y a une forme de revendication d'authenticité, c'est un peu le mot qui me vient à l'esprit quand je pense aussi à vous et à ce que vous portez, quelque chose d'être authentique, quoi. Après, moi, dans l'authenticité, j'entends un truc disons que j'aime. Dans l'authenticité, peut aussi y avoir du jeu, par exemple. Il faudrait pas que ça exclue la notion de jeu, la notion de jeu JEU, j'imagine. Oui, bien sûr. Qu'on puisse un peu jouer. Ouais. Et que une quête qui soit tout le temps être authentique, vraie, etc. Ça me semble complètement faux, enfin pas juste parce que c'est pas comme ça la vie, c'est-à-dire que on peut pas être vrai tout le temps, c'est pas viable du tout, donc ce serait épuisant, etc. Et ça me semble pas être une quête en soi, ça c'est pas ça le truc. Par contre, savoir ce qu'on fait et comment on le fait, c'est-à-dire à quel moment on est vrai, les moments où on l'est moins, etc. Et l'accepter, et pas se juger, et puis même jouer avec ça, ça me semble plus intéressant, d'être au courant de ce qui se passe. Alors, dans La Poudre, on essaie de comprendre les parcours et les trajectoires des femmes qui font aujourd'hui le 21e siècle. Donc, on va revenir un peu en arrière, si vous le voulez bien. Vous avez grandi à Reims. C'était comment de grandir à Reims ? Moi, je me suis pas très bien sentie dans cette ville-là. Voilà. Donc, j'avais ma grand-mère qui habitait en banlieue parisienne. Donc, c'est vrai que dès que j'arrivais à Paris, je me sentais pousser des ailes. En fait, il y avait quelque chose qui se libérait voilà. Bon, ça se vit pas de bitcher sur Reims. Je me suis jamais sentie très à l'aise là-bas. Après, peut-être que c'est juste aussi une question de l'âge, c'est-à-dire que... Mais je m'en rappelle, dès l'enfance, je me suis pas sentie très bien là-bas. Et après, l'adolescence, j'imagine qu'on se sent bien nulle part. donc voilà, mais c'est vrai du coup que Paris, c'était l'endroit de liberté et de respiration. Pourtant, c'est à Reims que vous avez fait la rencontre de votre passion, qui est la musique. Vous avez commencé super jeune au conservatoire, en violoncelle, je crois. Vos parents vous ont inscrite toute petite. J'ai aussi lu une anecdote qui dit que quand vous aviez 4 ans, vous avez vu Carmen de Bizet, ça vous a impacté. Vous avez dit, je vais être Carmen, je vais être forte comme elle. Quel rôle joue la musique dans votre enfance ? C'était pas réfléchi, c'est-à-dire que j'avais vachement de goût pour ça, je chantais tout le temps, j'avais aucune idée de savoir si je voulais faire ça dans ma vie, j'aimais pas faire les gammes, j'étais comme n'importe quel gamin, quoi. C'est heureusement que mon père était là pour me pousser derrière pour que je bosse un minimum, mais sinon, non, mais j'adorais ça, donc... J'écoutais de la musique, je chantais, je dansais, voilà. Pour ce qui est de la rigueur, c'est venu bien plus tard. Votre papa, il est dans le milieu du spectacle aussi, de la musique. Il était metteur en scène quand j'avais grandi, comédien et metteur en scène. Voilà. Mais du coup, voilà, non, c'était quelque chose de très quotidien, mais c'était mon endroit. C'est-à-dire que finalement, au fur et à mesure, c'est devenu mon identité dans la famille. On vous parlait comment quand vous étiez petite ? Sérieusement, je crois. C'était une famille sérieuse. Votre maman, elle était... tout, saltimbanque, etc. Votre maman, elle était assistante sociale, il me semble. C'était quel genre de femme, quel modèle féminin vous avez eu chez vous en grandissant ? Je saurais pas vous dire, parce que j'ai peu de souvenirs de mon enfance. Mes parents sont des gens intelligents, voilà, qui réfléchissent. Ma mère est un tout petit format physiquement, vraiment toute menue, toute fine et toute petite. Mais je crois, dans son travail d'assistante sociale, elle se retrouvait quand même dans des situations parfois un peu ardu. Et du coup, j'ai plutôt le souvenir de quelqu'un qui, dans l'espace extérieur, en tout cas, qui est très de fort et de courageux et vraiment. Alors, après votre bac, vous avez poursuivi dans l'étude de la musique. Vous avez intégré le très prestigieux Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris, en section jazz. Est-ce que vous vous rappelez de la jeune femme que vous étiez alors, de comment vous vous projetiez dans l'avenir, de vos rêves, de vos espoirs ?
Moi, je crois que je me projetais pas du tout, que j'ai vraiment vivais au jour le jour. C'est un peu toujours le cas d'ailleurs. Euh, et en fait, même je faisais plutôt ce qu'on me disait de faire, c'est-à-dire que même le chant, je l'ai choisi parce qu'on m'a dit que, enfin, j'avais bien senti qu'il se passait quelque chose, mais et des musiciens avec lesquels je travaillais à l'époque, enfin, en tant que étudiante, m'avait dit qu'il fallait que je fasse ça. Je dis bon oui, d'accord. CNSM, on me dit que c'était bien pour travailler. Je dis bon d'accord, très bien, je passe le concours. Voilà. Et donc pas beaucoup de prise de décision. Je me suis beaucoup laissée porter en fait. Et donc ouais. Et je crois que j'étais assez terrifiée en fait, finalement. J'étais d'abord la seule fille sur trois années, 3 classes. La seule fille en section de jazz? Ouais, dans la classe de jazz, Ah ouais. donc, sur une 40-50 de personnes. Ah ouais. Pendant 2 ans. Donc c'était donc je séchais pas mal les cours et je faisais plutôt la teuf, à vrai dire. Mais c'est un concours qui est super difficile à avoir. C'est marrant cette espèce de dichotomie dans votre discours parce que d'un côté, on a l'impression que vous avez vraiment été aiguillée dans cette voie-là et en même temps, on sent qu'il y a une facilité, une excellence qui faisait que vous arrivez toujours première dans l'exécution de cette voie-là. Moi, j'étais pas première. Disons que j'ai eu un du tout, parce que vraiment pas. Mais disons que ouais, peut-être que en tout cas, j'ai proposé quelque chose qui avait peu, c'est-à-dire du chant. À l'époque, je faisais du jazz, donc du jazz contemporain, et donc un chant instrumental, c'est-à-dire sans parole. Ouais. Et du fait de mon parcours d'avoir fait du violoncelle, etc., je lisais bien la musique, j'avais une bonne oreille, etc., donc des choses... Et voilà, c'est tout un tas de concours de circonstances qui font que je suis rentrée là-dedans. Et tant mieux, parce que ça m'a permis de travailler. C'est vraiment... La France, ça fonctionne comme ça. Si t'as la carte, tu travailles. Ouais. Donc voilà. Mais c'était ouais, pas mal des concours de circonstances, comme souvent. Mais je suis pas très volontaire, non. Ah ouais, c'est marrant. C'est étonnant de dire ça, d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui incarne à ce point-là l'excellence. Alors donc, vous venez d'y faire allusion. Les gens qui vous nous écoutent aujourd'hui peut-être l'ignorent, mais vous avez pendant très longtemps été chanteuse de jazz. Pendant 10 ans, vous avez chanté avec plusieurs formations. Vous êtes produite dans de grands festivals. Vous avez vraiment une très belle carrière. De jazz woman, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vu qu'on dit volontiers jazzman, pourquoi pas. Alors moi, ce que j'ai lu qui m'a interpellée, c'est que c'est une femme, Abbey Lincoln, qui vous a donné envie de devenir chanteuse de jazz. Abbey Lincoln, c'est une femme que je connaissais très mal et que j'ai un peu redécouverte grâce à vous. Pour ceux qui connaissent pas, elle a notamment chanté le standard Don't Explain dans les années 50. On l'appelait la Marilyn noire. C'est horrible. Et ce qui est horrible, qui était dans un contexte un peu de racisme assez institutionnalisé. En quoi elle vous a inspiré? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Alors, je suis pas devenue une chanteuse de jazz comme Abbey Lincoln, mais disons que, parce que moi, comme je disais, elle chantait des chansons, racontait des histoires, et moi, je chantais vraiment sans parole, vraiment comme un saxophone ou une trompette. C'était grâce à ça que j'ai eu du travail, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand monde qui faisait ça. Non, Abbey, c'est vraiment... C'est le refus de faire joli. C'est justement, elle avait une carrière tout tracée. On la surnommait, enfin voilà, horrible, Marilyn noire. Et elle a refusé ça. Grand bien, elle en a fait. Et avec le switch, avec la période qui était des luttes pour les droits civiques, dans laquelle elle était très engagée avec son mari Max Roach. Et elle a choisi une autre option. C'est-à-dire qu'elle aurait pu vraiment faire ça. Parce qu'elle était sublime. Elle a commencé avec des robes de pin-up, des brushings impeccables. Elle était très, très belle. C'était une très belle femme. Elle chantait divinement. Elle a fait un peu de cinéma. Et elle aurait vraiment pu avoir une carrière comme ça. Et elle a refusé. Voilà. Et dans son chant, en fait, dans sa voix, je pense que ce qui m'a touchée, c'est sans doute ça. C'est-à-dire que, a posteriori, maintenant je le comprends, mais... C'est-à-dire un peu comme pouvait avoir Billie Holiday un peu plus tôt, c'est-à-dire un choix de... On tient la note et à un moment donné, on la casse. Mais on la casse pas parce qu'on peut pas la tenir, mais on la casse parce qu'on a envie de la casser. Et moi, ça m'intéresse, ça. C'est-à-dire que d'abord, c'est un choix. C'est-à-dire que la note, elle fait ce qu'elle a envie de faire avec et elle est pas soumise à une interprétation. Et ensuite, en tant que chanteuse, en particulier dans le jazz où c'est
c'est très souvent, enfin, grande majorité, cantonné à un truc d'ornementation et de... Enfin, en tout cas, cet aspect-là existe. Du coup, le fait de refuser ça me semblait très très fort. Oui, dans le jazz, on imagine volontiers la chanteuse de jazz hyper glamour qui se tient tout droite près du piano dans une robe fourrure rouge. C'est un peu ça Voilà, aussi. alors ça, c'est les clichés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup ça, mais c'est à ça qu'on réduit beaucoup les chanteuses d'ailleurs. Mais il suffit d'écouter 2 secondes ce que font des Anita O'Day ou des Doris Day ou Sarah Vaughan, Billie Holiday, évidemment, Abbey Lincoln. Enfin, il y en a des quantités. Évidemment, elles sont toutes musiciennes, etc. Après, voilà, c'est aussi l'expression d'une époque. Les filles, ça fait joli et salon de disques. Donc, Ouais, une époque qui est pas tout à fait révolue. Moi, j'ai regardé la liste des musiciens avec lesquels vous avez collaboré pendant donc la période où vous étiez dans le jazz. Il y a que des noms de mecs. C'est assez hallucinant. Mecs, oui, que des mecs. Alors, ils étaient peut-être sympas, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais enfin, si vous l'avez un peu dit d'ailleurs tout à l'heure, en fait, c'est l'excellence de votre parcours qui vous a permis un peu d'échapper à une forme de misogynie qui serait inhérente au jazz. Ouais, je pense. Et puis le fait d'être chanteuse aussi, parce que c'est du coup je prends la place de personne. Mes copines trompettistes ou batteuses ou instrumentistes peuvent vous raconter une autre histoire. C'est un milieu qui reste très 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 misogyne et très réac. Voilà, moi j'ai dérangé personne et puis en plus j'étais technique, donc du coup j'étais acceptée, quoi. Du coup, respect. Voilà. J'ai remarqué que vous preniez toujours grand soin de citer les musiciennes. Vous êtes vraiment dans la citation de femmes et c'est quelque chose, je pense, qui a l'air d'être important pour vous. Bah oui, vous êtes bien placé pour savoir. Je suis persuadée que c'est important qu'on se connaisse les unes les autres, qu'on reconnaisse l'existence de chacune et qu'on se soutienne, ouais, bien sûr. On sait bien comment le monde fonctionne en ce moment, donc serrons-nous les coudes et vive la sororité, quoi. Exactement. Alors, quand on lit vos interviews, on sent qu'il y a eu un moment, un vrai malaise vis-à-vis de ce milieu du jazz. Vous avez évolué pendant plusieurs années. Vous dites que vous étiez malheureuse. On sent vraiment vous nommez vraiment une véritable douleur. Est-ce que vous sauriez dire aujourd'hui d'où elle venait, cette douleur-là ? Je pense que le chant, c'est vraiment... c'est un truc avec lequel on peut pas vraiment tricher. Du coup, moi, j'étais en train de devenir quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, c'est normal, j'ai fait ça dans ma vingtaine. Donc, c'est une période où on bouge énormément dans la vie. Donc, je me suis laissée porter pendant quelques années, ce qui est un peu moins long que 10 ans, mais quelques années. Et puis, en fait, je menais une vie en tournée avec tous ces gars-là, pour la plupart plus âgés que moi. Et puis, j'entrais à Paris, je faisais la fête avec mes potes. Et il y avait un truc qui devenait un peu schizo, quoi, en fait. Qui correspondait, et j'avais envie d'être avec des gens de mon âge, j'avais envie de danser, j'avais envie d'avoir mon âge, en fait. Donc voilà. Donc à un moment donné, c'est devenu un peu, j'arrivais plus à faire ce qu'on me demandait de faire. Donc, il y a une phrase que j'ai lue qui m'a beaucoup interpellée parce qu'elle me parle à moi, à mon parcours à moi. Vous dites, j'avais l'impression de dilapider quelque chose qui m'appartenait. Aussi. C'est-à-dire que, comment dire, je sentais bien à un moment donné, je me suis mise à sentir, en tout cas, à un moment donné, c'est arrivé que ce que je mettais sur scène en jeu avec les musiciens qui me proposaient de jouer avec eux, c'était une part de moi et que c'était parce que je mettais cette part de moi que ça marchait. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être que j'ai envie d'en faire autre chose de cette part-là et que j'ai envie de la garder pour moi, en fait. La mettre au service de vous-même, quoi. Et du coup, je suis devenue avare de ce truc-là. Donc, je ne pouvais plus faire ce que j'avais à faire et le faire bien. Parce que monter sur scène sans être soi et sans se donner, c'est violent pour moi. Enfin, c'est pas possible, en fait. Soit on met de la distance et auquel cas on fait de la scène comme on va au bureau, ou ce qu'on peut imaginer du bureau. Donc c'était hors de question que ça devienne ça pour moi. Une routine, quoi, quelque chose que... Pour que ça devienne ça pour moi de monter sur scène et de faire de la musique. Donc, et là c'est devenu violent.
Effectivement, c'était violent, donc il a fallu vraiment arrêter. Mhm. Il y a aussi quelque chose d'étonnant, c'est qu'on comprend que l'appel que vous avez ressenti pour un autre type de musique et de carrière, c'est venu de votre voix et presque de votre corps. Quand vous expliquez ce moment, vous parlez beaucoup de vos pieds, de votre poitrine, de votre tête. Est-ce qu'il a été un peu envoyé par votre corps le signal du changement ? Oui, sans doute. Encore une fois, j'écoute les signes, quoi. Je me suis pas dit, ah tiens, je vais faire de la pop et ça va marcher. Je me suis dit, là, j'arrive plus, j'ai envie de faire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi j'ai besoin, en fait ? Voilà. C'est pas devenu tout de suite de la pop. J'ai écrit beaucoup, parce qu'il y en a encore quelques-unes qui se baladent dans les disques, ce qui pourrait être compris comme quasi de la musique ancienne, des vieilles chansons, ou des ritournelles, etc. J'ai beaucoup écrit plutôt des choses comme ça. D'abord, et puis après la question de savoir comment défendre ça sur scène, de là est venu l'esthétique, peut-être quasi plus, oui. Ce que je trouve vraiment inspirant dans votre parcours, c'est qu'on sent que ça va pas de soi, quoi. C'est pas parce qu'on décide que ça va plus et qu'il faut changer les choses que le lendemain on commence la carrière qui est celle de Jeanne Haddad aujourd'hui. Et vous avez vraiment, j'ai l'impression, vécu plusieurs étapes. Vous avez dû vous libérer de certaines peurs. Bien sûr, mais c'est ça qui est passionnant. Ça prend du temps. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pris du temps. J'avais pas de plan tracé. Dès que je refusais du travail, à chaque fois, il fallait que je reprenne entièrement la décision en entier de ce que j'allais faire, de ce que je voulais faire. Dès que j'ai arrêté un groupe, évidemment, et se mettre à écrire, c'est à chaque fois le geste même de s'asseoir, c'était reprendre la décision en entier. Donc, tout était dans chaque geste. Et donc, mais bon, donc c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Ça, je peux le dire maintenant avec confiance et vraiment assurance. Ça vaut vraiment le coup. Je pense que s'il y a bien un truc à faire, c'est ça, quel que soit l'endroit où on le fait, évidemment, dans la vie. Quel que soit le propos, c'est-à-dire que ce soit écrire des livres ou faire de la cuisine ou whatever. Ou des maths. Et même si le chemin est difficile, en fait, moi, j'ai toujours trouvé que... Par exemple, quand on me dit, oui, galère, ou je sais pas quoi, ou échec, en fait, ça n'existe plus, ces notions-là, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment aux prises avec quelque chose de très intense. Et d'échec, en fait, non, il n'y a pas, parce que c'est juste pas le moment, il y a encore du travail à faire. Du coup, c'est pas... C'est sûr que si le but du jeu, c'est que ça marche... forcément, des échecs, il peut y avoir même que ça, en fait. Si le but du jeu, c'est de trouver un équilibre qui fait qu'on est heureux, en fait, le chemin, il est, ça peut être vraiment fascinant et passionnant. Peut-être plus des essais que des échecs, en fait. Essayer d'être heureux, quoi. Essayer de se rendre heureuse. C'est du chemin, c'est comme de la sculpture, quoi, ou de la glaise, etc. Ça se travaille, quoi. Vous avez commencé en ayant un peu, j'ai l'impression, la timidité du texte. Vous avez mis en musique des poèmes. Ça a été compliqué pour vous d'arriver de sauter le pas de non seulement je suis musicienne, mais je suis aussi autrice, ce qui n'était pas votre formation à la base. Oui, bien sûr. C'est grâce à Olivia Merilati de The Do qui un jour a compris que les chansons que je chantais n'étaient pas mes textes. Et j'ai vu dans son regard qu'elle tombait des nues, qu'elle était pas déçue, mais... ça lui semblait évident qu'il fallait que j'écrive et je me suis dit, bon, si elle réagit comme ça, c'est qu'il faut peut-être que je m'y mette. Mais c'était des poèmes de vieux poètes anglais. C'est surprenant d'ailleurs les choix que vous aviez fait. Enfin, je sais pas, j'avais noté John Donne, Robert Walser. C'est étonnant d'avoir choisi comme ça des poèmes. Robert Walser, qui est un Suisse-allemand du début du XXe siècle. Et donc vous avez aussi à ce moment-là, j'ai l'impression, enfin c'est venu certainement progressivement, opérer une forme de mutation physique. J'emploie le mot mutation parce que le titre Mutate, il est aussi important dans votre dernier album. Vous avez une allure aujourd'hui assumée de façon androgyne. Vos cheveux sont courts et blond platine. Votre vestiaire est très masculin. J'ai vu des vidéos quand vous étiez chanteur de jazz où vous portiez parfois des robes et des talons. C'est comme si vous aviez eu besoin de rejeter les codes du féminin pour vous retrouver vous-même. Je vais donc vous poser une question que je pose à chaque invité de La Poudre, qui est un peu particulière. Est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue ? Je crois que je suis devenue moi-même. C'est-à-dire que j'ai essayé, en fait, les codes du féminin. Je les ai essayés pendant des années. Et puis,
sans y arriver et en me rendant pas très heureuse avec ça non plus. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est pas un choix de tiens, je vais faire ça, me mettre androgyne ou je sais pas quoi. Enfin, c'est juste, je me suis un peu laissée tranquille, quoi. Ouais. En fait. Et j'ai accepté que moi, Jeanne, je galère. Enfin, c'est ce qu'on me propose, ça me va pas. Ça m'arrive encore d'essayer de mettre des jupes et puis je remonte me changer direct, quoi. Donc, en fait, non, c'est juste du coup, là, j'accepte. Maintenant, je suis comme ça et puis voilà. Alors, pourquoi je suis comme ça, c'est forcément le fruit de plein de choses. Est-ce que ce qu'on me propose, c'est-à-dire le fait que la garde-robe du féminin soit quelque chose de très sexué, par exemple, ça me va pas. Bon, voilà. Et de là, en fait, découle tout. C'est-à-dire que c'est un endroit où moi, que j'ai pas envie d'être dans l'espace public, qu'une façon d'être que j'ai pas envie d'être sexuée dans l'espace public. C'est le chemin jusqu'à l'acceptation de ce truc-là qui, en fait, je pense, a toujours été comme ça chez moi. C'est une forme de protection aussi contre certains types d'agressions. Sans doute. Et donc, ça veut bien dire aussi que l'espace public reste quelque chose de, en tout cas, dans ma psyché, peut-être identifié comme dangereux. De fait, je me fais du coup pas emmerder du tout. Mais voilà. Du coup, voilà. Après, est-ce que je deviens femme ou quoi, j'en sais rien. Peut-être que j'aime bien quel génie cette Simone de Beauvoir. Voilà, on le devient si on a envie de le devenir, quoi, en fait. Ouais. J'ai envie de dire. Ouais. Il y a des pentes aussi dans le genre génie féministe qui vous a, je crois, pas mal guidée. Grâce à laquelle je me suis acceptée comme j'étais, en fait. C'est King Kong Theory, je crois, qui vous a donné ce déclic-là. Ça date de 2006, j'avais déjà 25-26 ans. C'est quand même... Je pense que les générations maintenant, c'est plus fluide, quoi. Et c'est tant mieux, parce que moi, je me suis bien cogné la tête contre les murs avec ça. Mais voilà, qui en lisant dans ces pages qu'elle n'y arrivait pas, elle non plus, à ce qu'on lui proposait de la féminité, il y a une chape de plomb qui s'est soulevée, quoi, d'un coup. Ouais. Et de là, commencer à lire et à bouquiner d'autres choses. Ça a été d'une puissance phénoménale. Donc j'imagine si moi, qui suis extrêmement privilégiée à tous les niveaux, etc., ça a été une telle libération de lire ça. Ça veut bien dire à quel point les questions de genre et de rôle genré dans la société sont source de violence, en fait, à tous les niveaux. Et je pense que c'est la même chose pour les gars, d'ailleurs. Mais c'est intéressant, j'ai l'impression de pouvoir faire un parallèle entre votre parcours professionnel et musical et cette histoire de féminité que vous racontez, comme si quelque part on créait des rails sur lesquels on nous mettait, et puis à un moment donné on pouvait juste reprendre le contrôle du train, et ok, on est sur ces rails-là, mais on peut les emmener là où on veut. Et j'ai l'impression que vous avez fait la même chose avec votre carrière. On vous a mis sur les rails de la musique, et à un moment donné vous avez repris le contrôle du véhicule et décidé de l'aiguillage du trajet. Oui, ça peut être une métaphore complète, enfin même de la vie, c'est-à-dire que c'est et tant mieux d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que ça peut arriver tôt, et je pense que c'est assez rare quand ça arrive tôt, mais même si ça arrive tard, c'est pas grave. L'important, c'est que ça arrive, et enfin en tout cas l'important. C'est bien, si ça arrive, c'est fantastique, et il faut vraiment l'embrasser et pas avoir peur, et il n'y a pas vraiment de règles quant à l'âge auquel il faut que ça arrive. Mais en fait, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que pour moi, maintenant, je comprends les années où j'ai chanté pour d'autres comme de l'apprentissage. Et un chemin vers soi. Et voilà. J'ai beaucoup de chance que ce soit arrivé à un moment où j'étais encore en capacité de faire ce que j'avais envie de faire. Par exemple, un truc très dynamique, etc., que ça ne soit pas arrivé à 65 ans. Ça peut commencer à être un peu décrépite. Ça aurait pu en même temps. Mais ça aurait pu être par chouette exemple, aussi. Un de mes héros de littérature, Henri Bochot, a commencé à écrire des romans et avoir une vie de littérature 55 ans passés. Ouais. Donc il n'y a pas de règle, en fait. Ouais. Encore une fois, ça c'est un truc qu'on nous dit, c'est une date de péremption de ce que
Mais ça, c'est pour vendre des trucs, c'est juste pour vendre des crèmes, ou pour vendre je sais pas quoi. Mais c'est marrant parce que on a le même âge, on est nés la même année à un mois d'écart. Et j'ai l'impression quand même que notre génération, il y a un petit truc, quelque chose qui s'est déclenché autour de 2005-2006 avec la parution de certains livres, un discours qui s'est libéré dans la société et que nous, ça nous est tombé dessus à 25-26 ans. Peut-être qu'il y a des gamines qui avaient 15 ans à ce moment-là et qui ont peut-être un petit raccourci possible par rapport à nous qui avons dû faire un détour par autre chose. Je sais pas. Non, mais j'en suis persuadée. On a encore Je pense que, c'est le monde qui se prépare et qui est là pour les générations qui nous suivent. C'est pas joli, hein. Ouais, non. Mais il y a beaucoup de violence à tous les niveaux. Mais bon, il y a des choses qui sont plus fluides, sans doute, qui se libèrent un petit peu aussi. Voilà. Mais c'est comme si c'était la fin d'une ère, et donc ça crée de la tension, forcément. Mais moi, je suis contente pour ceux qui arrivent derrière, qui a certaines questions qui se posent plus vraiment, etc. Que les questions de couple explosent complètement, avec ce que ça peut avoir d'enfermement etc. Et ouais, de normalisant. Voilà, j'ai l'impression qu'on est notre génération a encore essuyé un peu les pots. Ouais, on est un peu à la machette en train de couper la voie, là. Mais bon, c'est comme ça. J'essaye de nous voir maintenant, en tout cas, j'essaie de faire ça avec mes amis et mes proches, comme des aventurières. Voilà, et que tant mieux si c'est un peu plus cool. Mais bon, pour les autres, mais le monde est regorge de difficultés de toute manière, donc chacun aura son lot de choses à régler et d'aventures à mener. Alors pour en revenir à votre travail, à votre carrière, donc vous avez produit ce premier album avec Dan Levy qui vous a accompagné, je crois que sur l'enregistrement et les arrangements. C'est la moitié du groupe The Dow. Il est vraiment magnifique cet album, hein. Du coup, je l'ai réécouté et je n'arrive pas à déterminer lequel des deux j'aime le plus. Je trouve le premier assez guerrier, le second plus apaisant. En tout cas, voilà, les deux sont géniaux. Et en fait, vous êtes monté sur scène tout de suite encadré de femmes. Notamment la batteuse Anne Passeo ou au clavier Narumi Hérisson. Est-ce que c'était un besoin après toutes ces années entourée d'hommes sur scène? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ah oui, ça j'en suis sûre. J'avais besoin d'être d'un entre-soi. Et puis parce que c'était des chansons qui étaient intimes. Même si je ne connaissais pas Narumi ni Anne vraiment avant qu'on commence à travailler ensemble, c'était hors de question que ce soit des garçons qui portent ces mots-là. C'est hyper radical de dire ça, hein. Oui, je vois des festivals entiers, j'ai vu des concerts entiers avec que des mecs sur scène. Donc bon, ça me dérange pas du tout. À un moment donné, moi, ça ne me concerne plus, en fait, hein, il faut qu'ils le sachent. C'est-à-dire que c'est... Et en jazz, même les jeunes générations, ils ne jouent qu'entre eux, quoi. Donc bon, c'est leur problème. Mais après, peut-être qu'il y a un truc de l'intime aussi, comme ça. Mais disons que là, sur ma musique et sur mes chansons, c'était hyper important. Après, Emiliano Turri, qui a remplacé Anne par la suite, qui lui est un homme et un immense musicien, il est arrivé aussi parce que c'était un ami. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'intime encore. Il était avec vous au conservatoire, ouais. Je crois, c'est ça? C'est le batteur de mon tout premier groupe. Ouais. Donc on reste dans cette histoire d'intimité et de rester un peu entre soi, quoi. Ouais. Après, non, je pense que c'est important de voir des femmes sur scène. Et j'ai entendu Reine Pratt récemment, qui a fait une étude pour le ministère de la Culture sur les qualités femmes-hommes, qui disait que, et je suis complètement d'accord avec elle, qu'il faudrait, pour les quotas, les postes de direction des scènes nationales et autres centres culturels, etc., qu'il faudrait pendant quelques années n'embaucher que des femmes, de manière radicale, pour ne plus avoir à se poser la question ensuite. Voilà, moi, tant que je vois que des mecs sur scène, j'ai aucun problème à ce qui est que des filles dans mon groupe, même s'il y a Emiliano maintenant. Ça me parle carrément, moi aussi. Alors, il y a une chanson dans le premier album qui me fout à chaque fois les poils. Elle est assez guerrière, comme je disais tout à l'heure. C'est Lydia. J'ai vu que c'était un hommage à une chanteuse punk rock féministe, Lydia Lunch, que je connaissais pas avant que vous me la fassiez découvrir. Donc, dans la poudre, on aime bien rendre hommage aussi aux femmes qui ont fait bouger les lignes dans le passé. Qu'est-ce qu'on lui doit à Lydia Lunch? Pourquoi on lui dit merci?
Alors, c'est pas sur le mode féministe, mais c'est quelqu'un dont j'ai lu les textes qui m'ont... Elle a écrit 2 romans, autobiographiques, un peu autobiographiques, qui sont... Enfin, c'est décapant, Ah ouais. c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, j'en suis sortie, les cheveux dressés sur la tête, et dans un état un peu tremblant. Donc c'est là beaucoup le résultat de ce texte-là, et beaucoup de Lydia, et beaucoup le résultat de la lecture de ses romans à elle. Une sorte de sorcière magnifique, très violente en fait, mais pas que. C'est ma compréhension de ces romans-là qui m'ont suffisamment secouée pour que j'ai besoin d'en écrire une chanson. Et ensuite, moi, je l'ai vu sur scène, et c'est quelqu'un qui a matérialisé ce que j'essaye de faire. Concrètement, elle l'a fait, je l'ai vu sous mes yeux faire ça. Ça m'a bouleversée. C'est-à-dire que, pour moi, la scène, c'est s'adresser au plus grand nombre tout en parlant dans l'oreille de chacun. Et en fait, elle a fait l'inverse, c'est-à-dire elle se mettait sur les genoux d'une personne, chantait dans l'oreille d'une personne, littéralement, pour s'adresser au plus grand nombre. Waouh. C'était une expérience folle, qui m'a marquée à jamais. Et voilà. Donc, voilà, cette femme a été... dans cette période-là où j'étais en train d'écrire, etc., où c'était très compliqué, où j'étais pétrie de doutes et de peur, etc., elle m'a vraiment, vraiment beaucoup portée. Je propose qu'on parle pas du portrait de vous dans Libération, où la journaliste suppose que Lydia, c'est votre meuf et veut absolument en tirer des conclusions sur votre sexualité, votre vie privée. Ça vous va ? Oui, d'accord. Ouais. Sérieusement, comment vous cohabitez avec l'attention médiatique que vous suscitez ? Les journalistes s'acharnent à vous trouver atypique, à vous comparer à toutes les chanteuses aux cheveux courts de la pop musique. Je trouve que le milieu des critiques rock est aussi très masculin, assez machiste. J'ai vu passer des interviews où on vous explique carrément votre inspiration pour votre album, quoi. On vous enlève les mots de la bouche, on parle à votre place. Oui, et d'ailleurs, ils ont toujours tort. Bah oui, d'ailleurs, vous êtes toujours un peu genre là. Bah non. Bah non, c'est comme ça. Après, moi, maintenant, en fait, c'est marrant parce que je pense que je ferme vachement les écoutilles sur ces trucs-là. C'est souvent d'autres qui pointent du doigt la violence de genre que ça peut être. Et ce truc-là de savoir d'avoir absolument une réponse sur ma sexualité, sur... mais je le comprends maintenant, ça y est, mais c'est récent, en fait. Je me suis, en fait, on m'a pointé du doigt, on m'a dit, mais on pose jamais la question à des chanteuses aux cheveux longs, par exemple. Ouais. Et là, je dis, mais Eureka, mais c'est bien sûr. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je ne rentre, encore une fois, et c'est bien ce que je sentais quand j'étais plus jeune, c'est que je ne rentre pas dans la case de ce que doit être une femme. Donc, et alors que, ça me semble complètement atterrant, mais on en est encore à ça. Donc en fait, c'est complètement délirant. Mais bon, ça m'intéresse pas, en fait. Vous arrivez à vous en protéger ? Ça peut être blessant quand même, ça peut être dur, j'ai l'impression. En fait... oui, moi je m'en protège, je m'en fous, en fait. C'est leur problème, en fait, maintenant. Mais bon, moi, je suis très protégée, de toute manière. Je suis la boss de je suis ma propre boss. J'ai organisé tout un système autour de moi qui fait que la façon dont je suis, ça ne pose pas de problème. Moi, ça m'évoque surtout le problème que les autres ont en face, personnellement. Ouais, c'est vrai. Une espèce de vision un peu étriquée qui persiste. Quoi. Mais c'est vrai que c'est complètement délirant qu'on en soit encore là. Le vouloir aussi mettre absolument dans des cases, à chaque fois, ça me faisait marrer. Il n'y a pas une interview où on vous pose pas la question. Mais alors, c'est quel genre de musique que vous faites ? Genre, je sais pas, écoute, j'en sais rien. Ça me fait vraiment cette espèce d'impression où il faut absolument pouvoir mettre cette personne dans cette case de musique, cette case de sexualité, cette case de... Ouais, mais après, moi, ce que je comprends... Une bonne façon de désamorcer la violence que ça pourrait être, c'est de voir ce que ça dit des autres en face. C'est-à-dire que ce que ça dit des autres en face, ça dit un manque de confiance, ça dit un besoin de délimiter des lignes, et ça veut dire, ça raconte un mal-être ou quelque chose qui est pas tranquille. Donc moi, je transforme le truc comme ça. C'est-à-dire que, du coup, ça me crée limite de l'empathie. Bonne technique, ça. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je vois plutôt chez les autres l'endroit où ils sont
pas heureux et où le fait que moi, je sois tranquille à cet endroit-là, ça peut leur faire du bien. Mais je joue le jeu tranquillement parce que ça sert à rien de se battre. Ça se battre contre des choses qui sont beaucoup plus grandes que moi. Et donc, ça sert strictement à rien de se braquer là-dessus parce que sinon, Je pense que c'est moi qui vais y perdre des plumes. Je pense que sans vous braquer, vous faites quand même pas mal bouger les lignes et vous passez quelques messages, à mon avis. Alors, ma chanson préférée, celle qui donne le titre à votre dernier album, c'est Radiate. Je sais pas si vous serez d'accord, peut-être pour chanter les 2 premiers couplets. J'adorerais. Ça fait You feel my anger radiate, my brutality disseminate, still feels empty around me, but now I can bear the vacancy. C'est magnifique. Ce que j'adore, c'est que ça parle de colère. Je trouve que ça dégenre la colère, cette chanson. Est-ce qu'il y a un certain type de colère qui s'exprime dans cet album et dans cette chanson en particulier? Je crois que c'est l'endroit où j'entends la colère des autres, en fait, et où je m'en fais écho, où je la comprends. L'empathie, c'est un gros truc dans comprendre les douleurs. Voilà, moi, je suis dans une situation de vie qui fait que je suis très protégée et très privilégiée. Donc, mon rôle, c'est de comprendre ça déjà, de l'identifier très très fort. C'est-à-dire que c'est à tous les niveaux, évidemment. La couleur de ma peau, de mes yeux, de mes cheveux, le milieu dont je viens, le fait d'avoir eu accès à l'école, à la musique. Voilà. Tout ça, ce sont des choses dont on essaye de nous faire croire que tout le monde y a accès. C'est faux, même dans un pays comme la France, c'est pas vrai. C'est marqué sur le fronton de tous nos trucs, mais ce n'est pas vrai. Mon boulot à moi, c'est de me rendre compte de ça et de le dire, et puis et du coup de rentrer en vibration avec le monde qui m'entoure. Ça ressort beaucoup de votre travail et aussi du clip de la chanson qui est absolument divin. Je crois qu'il a été écrit par Camille Sauvage. Oui, c'est une idée de Camille Sauvage avec Kevin Gay. Et il y a une danseuse incroyable dont j'ai malheureusement pas noté le nom, mais qui s'appelle Aude Martos. Incroyable. Ouais, qui est fantastique. Ouais. Encore des femmes dont vous êtes entourée et dont vous mettez en avant le travail avec brio. Est-ce que vous le considérez comme féministe ? Oui, bien sûr. C'est plus facile à dire maintenant, je trouve. Donc c'est tant mieux. Ouais, non, bien sûr. Évidemment. Je pense que c'est tout le monde devrait être féministe et ceux qui ne le sont pas, ils n'ont rien compris au schmilblick, mais c'est comme l'antiracisme, c'est comme, c'est la base. Alors je suis désolée, je pose une question bizarre à toutes mes invitées. Comment vous entendez-vous avec votre utérus ? Oh là là, je ne saurais pas vous dire. Franchement, vous entendez quoi par utérus ? C'est marrant parce que chaque femme que je rencontre a une lecture différente de cette question. Moi, ce qui me vient à l'esprit quand je la pose, c'est un peu les injonctions à la maternité, le fait qu'on attend. C'est ce que je comprenais. On attend beaucoup de choses de lui, en fait. Ouais. Bon, c'est pas quelque chose qui est présent dans ma vie, moi personnellement. J'ai tendance à penser que ça le sera pas, mais est-ce que je suis en paix avec ça ? Je sais pas. Je pense que le glas n'a pas encore sonné, donc encore une fois, je ne prétends pas être plus forte que la nature. Du coup, voilà, peut-être que je vais être prise de panique d'ici quelques années. Envie absolument de faire des gamins, mais c'est pas d'actualité pour le moment. Je pense pas qu'on puisse intellectualiser ça. Ça vient du corps ? Ouais. Malheureusement, c'est quelque chose qui est encore, à mon sens, qui dépasse toute réflexion qu'on puisse avoir sur le sujet. En parlant de corps, vous passez beaucoup de temps en tournée. J'ai l'impression que c'est un lieu qui est quand même extrêmement physique, la scène, extrêmement accaparant. D'ailleurs, vous en faites beaucoup depuis des années. J'ai vu des vidéos de vous où on sent que vraiment, après les concerts, vous sortez dans un état presque vidé, quoi, presque épuisé. Comment vous vivez ça, cette relation à votre corps qui est si important dans votre métier au quotidien ? Ça, c'est fantastique. C'est quelque chose qui est arrivé récemment, avec cette pratique-là, avec la pratique de ma musique, et que je pense qu'il me manquait aussi beaucoup dans ma pratique d'avant, du corps, d'être aussi un corps.
Et ça, c'est prégnant maintenant. C'est le centre, c'est quasi le centre de ma pratique de concert, même si on travaille beaucoup la musique, évidemment, en amont, etc. Mais quand je suis en tournée, comme ça, le centre de ma vie, c'est l'entraînement, en fait. C'est d'être physiquement alerte et puissante. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu tard dans ma vie. Moi, je faisais plutôt partie de ceux qui aimaient pas faire du sport, etc., qui étaient là, ouais, c'était pour les nazes. Mais ouais, je dois dire que j'ai changé d'avis là-dessus. Et puis le chant, c'est quelque chose de physique, donc ça a complètement du sens de le devenir. Et c'est vrai que le moment de la scène, c'est quelque chose tant que j'y suis, j'y donne beaucoup d'énergie, mais quand j'en sors, c'est vrai que je peux être carrément vidée. Ouais, ça doit être quelque chose quand même d'assez extraordinaire, même émotionnellement, ce que les gens vous envoient dans le public. Carrément. Faut se le prendre, ça quoi. Circule, quoi. En tout cas, l'idée, c'est que ça circule. C'est que ce que je reçois, je l'envoie aussi. Donc, c'est jamais one way. C'est très intense. C'est quelque chose qui s'explique pas vraiment, et je pense que qui peut s'expliquer. J'ai réfléchi vachement à ça, évidemment, mais c'est disons que l'intensité est telle que c'est vrai ça prend beaucoup de place dans la vie, quoi. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous? Ah oui, mais encore une fois, je disais que j'ai de la chance. Je fais partie des gens qui ont beaucoup de chance à ce niveau-là, effectivement. Elle avait raison, Virginia Woolf. C'est évidemment important, mais c'est important pour tout le monde. C'est-à-dire que avoir un endroit pour soi, pour réfléchir, pour être au calme, c'est vrai que dans l'histoire du monde, ce sont que les hommes qui ont eu accès à ça, mais on peut aussi dire que ce sont que les hommes d'une certaine classe sociale. C'est pas le cas des ouvriers et du prolétariat au sens large du terme. On peut avoir une lecture classiste aussi de ça. C'est avoir un endroit pour soi, pour faire ses devoirs, par exemple, ou pour écrire, ou pour se retrouver, c'est très important. Donc la rupture et la fracture est à plein d'endroits. Évidemment, Virginia Woolf, elle parlait d'un milieu privilégié, mais c'est aussi transposable en termes de niveau de vie et de classe. Mais ce qu'il faut, c'est aussi avoir le temps. Enfin, vous dites que vous avez le privilège d'avoir un endroit à vous. Vous parlez, j'imagine, d'un endroit physique, mais quand on est aussi sollicité, quand on tourne, quand on a aussi pas mal de gens sur sa responsabilité, est-ce qu'on arrive à trouver le petit coin où on est avec son carnet à composer une musique, par exemple Oui, mais ça se trouve. Et puis, en fait, les gens qui m'entourent, c'est entendu maintenant qu'on se garde des moments, etc. Chacun, ils ont tous, les musiciens en particulier avec lesquels je travaille, ont tous des projets solos. Donc, on a tous besoin de ce temps-là. Puis c'est un truc d'intelligence de groupe, ça, par exemple, en tournée. C'est-à-dire que de s'autoriser à prendre du temps pour tout seul, etc. On n'est pas obligé d'être complètement grégaire et collés les uns aux autres tout le temps. On a tous un peu passé l'âge de ça, donc c'est vrai que ça se fait naturellement. Vous le trouvez. Vous avez cité beaucoup de livres au cours de l'interview, je vous en remercie parce que j'adore quand il y a des références culturelles dans la poudre. Est-ce qu'il y a des livres écrits par des femmes dans lesquels vous vous réfugiez quand le monde vous semble trop moche? Vous en avez cité pas mal, cela dit. Mais... Ouais, on m'a offert là pour mon anniversaire Mona Chollet. Donc, sur les sorcières. Ouais. J'avais lu le premier sur l'injonction à la beauté. La beauté fatale, qui est incroyable. Ça vous inspire, la sorcière, la figure de la sorcière? Ah ouais, ça, j'ai très hâte de me plonger là-dedans. J'écoute plus des femmes que je n'en lis, c'est vrai là. En ce moment. Mais bon, après, non, c'est pas forcément vrai. Alors, vous écoutez qui en ce moment? J'écoutais beaucoup Tirza, qui me fait beaucoup de bien en ce moment. Voilà. Moi, c'est vous qui me faites du bien en ce moment. Merci, c'est gentil. Ça évoque quoi pour vous, la poudre? La poudre, la drogue déjà. Intéressant. Ensuite, celle qu'on met dans les revolvers. Voilà. Super. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à vous. Merci à Jeanne Haddad d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani.
Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide La Poudre à essaimer. Pour faire parler La Poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de neuf, Splash, Vieille branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler La Poudre.